Et en fait, début avril, on me diagnostique un deuxième cancer du sein. Je leur ai dit: «Ben voilà, moi j'ai un rêve, c'est traverser un océan, mais je sais pas si c'est possible, hein. En tout cas, toute seule, je pourrais pas. Il faudrait que, voilà, qu'on soit toutes les 3 ensemble. On se relayerait. Est-ce que vous voulez tenter l'aventure?» Chaque épreuve de la vie est en fait une chance, une opportunité pour s'enrichir, avancer, aller de l'avant et continuer l'aventure. Arrivé septembre, suivant, j'avais encore très peu de cheveux sur la tête qui avait repoussé, et je me qualifie au championnat du monde. Mais tout ça, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je sais pas, par exemple, si j'avais pas eu ce premier cancer, est-ce que j'aurais voulu traverser l'Atlantique? Je suis pas sûre. Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui, nouvelle invitée. Une invitée un peu particulière parce qu'elle est surtout très investie dans le milieu associatif. Elle a un parcours de championne dans une discipline qu'on connaît peu, mais une discipline où il faut avoir beaucoup de courage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Madame Stéphanie Barnex. Salut Stéphanie, Bonjour, très heureux que tu sois là. avec Euh, plaisir, moi aussi. Donc, on va parler de plein de choses, notamment de sauvetage côtier, Ouais. de compétition, de maladies, mais aussi de Mmh. résilience, hein, surtout face Oui. aux obstacles de la vie. Moi, je voulais commencer par une petite question simple pour que tu te présentes auprès de nos auditeurs. Qui es-tu, Stéphanie? Mmh. Alors, je suis née dans les Landes, donc je suis très attachée à mon territoire, Où les ça, Landes. dans les Landes? Alors, je suis née à Mont-de-Marsan. Voilà, j'ai grandi à côté de Mont-de-Marsan, dans un petit village à Grenade-sur-l'Adour, et c'est vrai que, quand on voit le parcours que j'ai effectué, rien ne me prédestinait à faire entre guillemets «tout ce que j'ai pu faire par la suite» dans le milieu, de l'océan. Donc j'ai de suite accroché avec le milieu aquatique puisque j'ai appris à nager à 3 leçons. Je pense que le maître nageur avait dit à ma mère, «Je vous fais gratuit parce que 3 leçons, c'est pas enfin voilà, c'est rien, c'est pas significatif». Donc j'ai fait beaucoup de natation, durant mon enfance. J'ai fait sport-études, et en fait, dans les Landes, pour, les gens qui sont, assez performants dans l'eau, en fait, se destinent plus ou moins à une carrière de nageur sauveteur, pour, participer à la surveillance des plages, sur le littoral ou dans les lacs. Donc c'est le parcours que j'ai pris. J'ai passé mon diplôme à 18 ans pour travailler sur les plages, et à l'époque, je dis bien à l'époque parce que c'était début des années 90, il y avait très peu de femmes qui allaient, à l'océan directement. On orientait plutôt, le personnel féminin de surveillance à travailler d'abord dans des lacs qu'à l'océan. J'étais D'accord. pas du tout, ouais, ouais, Et j'étais pourquoi pas du tout motivée. Je pense parce que, en tout cas, les responsables des baignades s'imaginaient peu probablement, hein, c'est une des hypothèses, c'est peut-être pas la bonne, mais s'imaginer que d'abord, le personnel féminin était, voilà, était moins performant physiquement que le personnel masculin, et que d'abord il fallait faire ses preuves, au lac, avant d'intégrer l'océan. D'accord. Voilà, donc rapidement, moi j'ai,
en tout cas verbaliser le fait que je voulais d'abord aller à l'océan parce que le lac, j'étais pas forcément très intéressée par le lac. Donc on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrive devant les garçons pour pouvoir accéder à l'océan. Ce que j'ai fait en partie, et du coup j'ai fait un bon, stage en mer, ce qu'on appelle, c'est l'étape entre le moment où on a son diplôme de sauvetage et le moment où on va accéder au poste de nageur sauveteur. Donc j'ai fait un bon stage en mer et je me suis retrouvée rapidement à l'océan. J'avais énormément de pression dans le but de bien faire et de bien assurer ma mission de surveillance et de sauvetage et du coup, je me suis renseignée sur, cette activité qui était émergente sur le littoral landais, qui était le sauvetage sportif. Donc le sauvetage, c'est aussi un sport, c'est pas qu'un métier. C'est un peu comme l'athlétisme où on a une multitude d'épreuves Ouais. et le meilleur des nageurs sauveteurs doit savoir nager, courir, aller chercher quelqu'un en planche, le ramener et cetera et cetera. Alors c'est quoi pour nos Donc auditeurs qui connaissent pas? Est-ce que tu peux oui, nous détailler ça? Globalement, il y a quoi oui, comme, alors, ça comprend quoi alors ce il y a sport-là? ouais, il y a des épreuves sur le sable où il faut courir, et puis il y a des épreuves à l'eau, en fait, où il faut effectuer pardon, plusieurs parcours. Un parcours en nage, après il faut effectuer un parcours en planche de sauvetage, pour maîtriser en définitive les engins de sauvetage et ensuite il y Ouais. a des relais où il faut aller sauver, un partenaire, la ramener, avec différents types d'engins de sauvetage. Mmh. Voilà, c'est un peu comme l'athlétisme où il y a beaucoup d'épreuves et hem et en tout cas, il y a beaucoup d'épreuves de comment dire? Très très variées, mais qui permettent, en tout cas de qualifier la compétence, du nageur sauveteur, quelle que soit la discipline. En fait, le meilleur nageur sauveteur, c'est celui qui doit être le plus complet possible. D'accord, donc il suffit Donc pas d'être, bon voilà, pour courir sur le sable. Faut être bon, voilà. quand tu cours, quand tu vas chercher quelqu'un, avec la Oui, planche, exact maîtriser la planche. On les voit, voilà. beaucoup, surfer aussi dans les vagues, hein, nous, Oui, parce qu'on est sur Biarritz, on les voit tout à souvent fait. et c'est une discipline, ouais, effectivement, qui a l'air ultra complète au final, quoi. Oui, ouais, 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 tout à fait. Donc j'ai effectué ce sport en définitive au tout début pour être plus performante dans mon métier de nageur sauveteur. Mmh. Mais comme c'était un sport qui était très émergent en France, ce qui est d'ailleurs un sport, très, populaire, en Australie, c'est un sport qui nous vient de là-bas. Rapidement, j'ai accédé, en équipe de France et j'ai Mmh. disputé des championnats du monde et des championnats d'Europe. Alors Donc on va là, parce que là, on va on va super vite. L'idée, c'est de prendre un peu plus le temps. Moi, il y a quelque chose, je voulais avant de rentrer justement dans ce parcours, sportif, oui, c'est oui. c'est de comprendre un petit peu déjà, par exemple, est-ce que, avec tes parents, par exemple, le sport était quelque chose de nécessaire et on toi, alors peut-être, tu as des frères et sœurs peut-être? J'ai un frère Ouais. qui fait du rugby qui est pas du tout aquatique. D'accord. Mais du Donc coup, vos parents vous ont incité à faire du sport? Comment tu as découvert ça, en fait, En fait, j'ai découvert ce sport, alors d'abord par la natation. C'est vrai que je suis venue sur la natation parce que j'avais une amie qui faisait la natation et probablement pour partager beaucoup de moments avec elle. Quand on est, voilà, quand on a 9, 10 ans, souvent, on se dirige vers une discipline parce qu'il y a les copines qui y vont et ouais. voilà, donc c'était un peu un sport d'opportunité Mmh. et ensuite c'est devenu un sport, utile en définitive, qui me permettait à la fois de continuer, l'activité physique. C'était diversifié par rapport à la natation parce qu'il faut quand même reconnaître que la natation, c'est un sport, assez ingrat où qu'on nage, c'est toujours les mêmes bassins. Mmh. Alors que Ouais. là, j'arrivais sur un milieu, naturel et moi, ça m'a de suite plu et ça me permettait justement d'avoir des compétences, hem, j'ai envie de dire, diverses pour mon métier de nageur sauveteur. D'accord et du Voilà. coup, donc en parallèle de, quand tu découvres le sauvetage, côtier, tu as quel âge quand tu découvres ça, J'ai 18 ans à peu près. D'accord et là, donc à ce moment-là, enfin avant ça, j'ai cru comprendre que tu avais fait un sport-études, natation Oui, tout à fait, oui. et c'était dans quel objectif? En fait, tu voulais être, maître nageur ou tu voulais, être sauveteur déjà ou? Non, pas du tout. Au moment où j'ai fait le sport-études, c'était plutôt que j'étais voilà, j'étais partie dans sur une filière natation et je faisais des compétitions et puis
Puis, en avançant, mon entraîneur avait, proposé à mes parents de rentrer dans un cursus, sport-études, pour, essayer de combiner en fait, les études et le sport, dans la classe, de entre la sixième et la troisième. D'accord. Voilà, c'était plutôt dans un but, d'aménager, de pouvoir continuer à m'entraîner puisqu'on s'entraînait 5 fois par semaine au collège. Voilà, c'était pour continuer de pouvoir, pratiquer mon sport, à des horaires aménagés, et de concilier avec l'école. D'accord, et tu faisais déjà pas mal de compétitions, à cette époque-là ou? Oui, oui, tout à fait, oui, oui, je faisais pas mal de compétitions et j'ai un très, très bon souvenir, de cette période-là parce que, c'est vrai que parfois on a tendance à se dire, «Mais jeunes, on fait, attention, faut pas surcharger les enfants parce que s'ils font trop de sport, ils pourront pas suivre à l'école». Heu, Au contraire, pour ma part, je trouve que c'est un bon moyen en tout cas de bien s'organiser. On se rend compte que quand on fait plein de choses, si on n'est pas organisé, on n'y arrive pas, donc ça nous oblige à nous organiser et du Ouais. coup, ça m'a beaucoup servi, pour la suite, en tout cas de mes études et de l'organisation de ma vie professionnelle parce que justement, je pense que j'arrive à être, assez efficace, en faisant pas mal de choses. En tout cas, quand je vois tout ce que tu Mmh. fais, oui, je pense que tu es organisé, clairement. Je sais. Et du coup, donc le sauvetage, donc quand tu découvres, ça, Oui. tu essayes de passer le brevet, donc c'est à quel âge? C'est à 18 ans quand tu que tu Oui, passes c'est à 18 ans, voilà, on essaie de ouais? passer les brevets pour surveiller sur les plages, le BNSSA Ouais, et bon, et ça, c'est quelque chose de simple à obtenir ou c'est vraiment une sélection, ultra draconienne, alors l'obtention du diplôme BNSSA en piscine n'est pas compliquée parce qu'au vu de mon voilà, à l'époque, j'étais nageuse, donc c'était plutôt, facilité par, l'entraînement assez intensif que je menais. Ouais, En revanche, après de basculer à l'océan, voilà, il y avait encore, enfin, du moins début des années 90, cette crainte des personnes qui s'occupaient de la sécurité des plages pour le littoral landais, à mettre une fille, sur les plages parce que voilà, avec toute, entre guillemets, «cette image de vagues, de courants, ouais, de disciplines très engagées». Voilà, alors ça a heureusement évolué, hein, ouais. maintenant, c'est pas rare de voir une fille par poste de secours, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était, voilà, c'était C'est pas très rare, forcément, voilà, exactement. et alors juste pour nos auditeurs un petit peu qui connaissent, pas ou peu la région, c'est vrai qu'effectivement on dit souvent, en tout cas nous au Pays Basque, on dit souvent, c'est que les plages landaises, souvent c'est du costaud. Est-ce que tu Oui. peux nous expliquer un petit peu le danger, les dangers de ces plages, landaises justement, Oui, alors c'est vrai que, les Landes, c'est un territoire très attractif pour, beaucoup d'activités nautiques et aussi pour, c'est un terrain de jeu formidable, l'océan. En revanche, le territoire des Landes est un territoire assez technique, comme on dit, Ouais, puisqu'il y a, beaucoup, de connaissances à avoir pour, entre guillemets «se baigner ou évoluer en toute sécurité», ou alors, se baigner dans une zone de bain, hein, quand c'est surveillé. ouais, Mais, ça nécessite quand même, voilà, une connaissance et une aisance aquatique qui est importante. On a, d'abord l'effet entre la marée basse et la marée haute, cet effet de baïne, ce qu'on appelle, c'est ouais, des cuvettes, hein. On a notre littoral qui est essentiellement composé de sable et donc le sable, il va et vient au gré des marées et des courants. En tout cas, il y a toujours le même dispositif qui se crée, c'est-à-dire que, très au bord de l'eau, on a une alternance entre des bancs de sable où déferlent les vagues et des petites cuvettes d'eau où, l'apport de l'eau qui est amené avec les vagues s'évacue au large, ouais. en définitive. Et donc c'est souvent, ces lieux-là, en fait, qui, génèrent du courant et si on ne connaît pas, on se met, à l'eau, dans ces endroits-là qui sont, effectivement, où vous pouvez vous faire embarquer parce que le Ouais. courant, il évacue l'eau, il évacue la personne qui est dedans. Ouais, ça et puis ça Voilà. a l'air plus calme, donc j'imagine que peut-être, certaines personnes se disent: «Oh bah, voilà, c'est un peu plus tranquille, je vais aller me baigner là-bas», et Voilà, ne connaissent pas ces dangers-là, ouais. oui, tout à fait. Mmh. D'accord, et il y a aussi, enfin voilà, moi je en termes de puissance de vagues aussi, c'est vrai qu'il y a souvent quand même des vagues qui sont très creuses. Heu,
peut-être aussi des beach breaks, donc les vagues qui cassent en bord de plage qui sont parfois assez Oui, violentes en fonction des oui, plages. Mais d'accord, donc c'est ça le danger principal clairement sur les plages landaises, quoi. C'est les baïnes oui. qui sont assez costauds. Oui et comme tu dis, il y a aussi, à Mayotte, une vague de bord, c'est-à-dire qu'une vague qui arrive et qui éclate sur le bord de l'eau avec peu de profondeur et du coup, ça parfois on a potentiellement des personnes qui se mettent au mauvais endroit, j'ai envie de dire Ouais. et du coup voilà, qui ont des traumatismes liés à cette vague qui est assez puissante, par moment et à certaines heures de la marée. Ouais, et puis donc c'est quoi? C'est des gens qui se font plaquer contre le sable. Voilà, exactement, ou qui retombent mal tout simplement. Mmh. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Donc pas mal de boulot pour les sauveteurs dans les Landes. Voilà, Et, exactement. et alors du coup, donc une fois que tu as eu ton BNSSA, donc c'est un BNSSA spécialisé Oui. pour la mer, c'est ça ou... Alors, c'est un BNSSA national, donc c'est qui se déroule en piscine. Mhm. Néanmoins, après le BNSSA, pour ceux qui veulent, aller, sur des plans d'eau assez agités, il y a un stage d'évaluation en milieu naturel. Donc c'est D'accord. sur celui-là où du coup j'ai dû, prouver que, bon, j'étais une femme, mais je voulais quand même aller à l'océan. Et alors comment ça s'est passé cette évaluation? T'as pu rivaliser avec les hommes ou comment c'est passé? Oui, ça s'est bien passé. Alors c'est vrai que mon passé de nageuse, m'a beaucoup aidée, hein, dans ce stage, et du coup, c'est vrai que je pense que j'étais arrivée dans le top 5 sur une quarantaine de candidats nouveaux. Donc D'accord. ça m'a permis, d'obtenir, la plage, sur laquelle j'avais envie d'aller travailler à l'époque, qui était Vieux-Boucau et D'accord. hem et pour info, l'année précédente, il y avait eu un décès par noyade et du coup, ils avaient un peu remanié l'équipe et du coup, voilà, j'ai été intéressée pour évoluer, en tout cas apprendre le métier de nageur sauveteur sur cet endroit-là. D'accord. Alors moi j'ai une question hein, toute bête, mais je me demandais, est-ce que le métier de maître nageur sauveteur sur les plages, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'année? Comment ça se passe quand on veut vivre justement de ce métier? Parce qu'il y a une saison où il y a pas de surveillance. Donc comment ça se passe quand on veut faire ce métier-là? Oui, c'est vrai qu'on alors c'est aussi le fait qu'on souffre de ce statut parce que c'est un emploi saisonnier, c'est un peu comme le ski. D'accord. Donc il y a une toute petite minorité de l'année, mais ça reste, à la marge et ensuite c'est une activité saisonnière, oui, tout à fait. Ouais. Donc à moins de travailler, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais genre en Guadeloupe, où tu peux te baigner toute l'année. Il y a peut-être de la surveillance toute l'année. Sinon, en France, globalement, c'est plutôt 4 ou 6 mois dans l'année, peut-être? Voilà, exactement. Ça va de alors les premières plages, surveillent, en tout cas les nageurs sauveteurs sont employés 6 mois et ensuite ça va jusqu'à 2 mois, D'accord. Ok. donc de 2 à 6 mois. Et toi, donc, tu commences à Vieux-Boucau. C'était en quelle année, ça, quand Oui, tu tout à fait. commences? C'était 93 D'accord. à Ok. 18 ans. Ah ouais, donc vraiment toute jeune, dès que tu as pu, Ouais, en fait, tu as commencé. Alors, ça a toute jeune été diplômée. quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et ça a été quoi, si tu devais résumer un peu cette première découverte du métier sur cette première saison, c'est quoi peut-être qui t'a marqué, alors que ce soit en événement dramatique, comme peut-être aussi parfois vous devez voir des choses comiques, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont Mmh. marqué sur cette première saison? Ce qui m'a marqué, c'était, le fait qu'il faut, en tout cas être, très humble par rapport à l'océan, parce que c'est, un milieu où on peut réussir un sauvetage, et pas louper, mais avoir un décès, dans l'heure qui suit. Donc Ouais. voilà, on est toujours un peu sur nos gardes en tout cas et il faut être vraiment très humble par rapport à l'océan. C'est un métier aussi avec énormément d'engagement. On risque nos vies quand même, de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps, on a quand même des sauvetages qui sont assez, engagés, où on est pris entre la responsabilité, qu'on a des gens à les sauver
en tout cas, dans un délai très court, puisque, voilà, avec, une réanimation, si elle tarde, beh, forcément le pourcentage de survie, il est limité. Ouais, C'est un métier aussi où on a, comment dire? C'est un métier particulier, je trouve, par rapport aux gens qui effectuent, qui travaillent par exemple dans les SAMU ou dans les pompiers. Nous, en plus, on a la surveillance des gens. C'est-à-dire que les SAMU, il y a un problème, ils sont appelés, mais ils ont pas la responsabilité de surveiller les gens. Ils arrivent en «renfort» entre guillemets. Ils arrivent d'accord. pour un problème. Nous, on a, comme cette, en tout cas ce sentiment, de surveiller. C'est comme si on nous confie, des enfants ou des adultes et on nous dit: «Voilà, vous surveillez ces gens». Et donc il y a un degré de stress qui est quand même supérieur, Ouais, parce qu'on ne veut pas qu'il arrive quelque chose et que, on est toujours sur nos gardes et toujours à vérifier que les gens se baignent bien dans la zone de bain et que s'ils se baignent pas dans la zone de bain, il faut les rappeler. Donc voilà, il y a ouais. cette, mais à la fois beaucoup de bienveillance aussi par rapport aux gens où on a envie que, beh, c'est quand même un territoire de le sable, la plage, c'est voilà, les gens sont là en vacances, ils ont pas envie d'être stressés aussi. Donc nous, on intervient des fois, on rappelle à l'ordre, mais voilà, on passe un peu pour les gens, ah c'est bon, Le gendarme de voilà, la qui plage. les gens le petit gen voilà, le gendarme de la plage, alors que Ouais. nous, on veut juste que les gens soient en sécurité. Donc voilà, il y a des enjeux quand même assez forts, mais je trouve que pour, quelqu'un qui fait ça à partir de 18 ans, je trouve que ça amène énormément de maturité, hem et de relation aux gens qui est, en tout cas, qui est enrichissante. Ouais, parce que j'imagine que, voilà, vous devez souvent avoir des questions ou quand vous reprenez quelqu'un entre guillemets qui est pas dans la zone ou autre, vous n'hésitez pas à parler avec lui peut-être pour lui expliquer aussi, pourquoi vous intervenez, j'imagine? Oui, tout à fait. Il y a ce voilà, ce rôle aussi éducatif, et enfin, il y a tout ça, en fait, hein, qu'on doit mener. Et c'est vrai que quand on a 18 ans et qu'on est, qu'on commence ce métier, voilà, en tout cas, c'est un bon tremplin, pour la la vie, sociale et professionnelle, par la suite. Ouais. Parce qu'il y a voilà, il y a beaucoup de choses, qu'on aborde, en tout cas, dans cette mission. Mmh. Tu parlais tout à l'heure de sauvetage, engagé. Est-ce que tu as Oui. des exemples pour qu'on puisse se projeter un petit peu un exemple d'un sauvetage, que tu dis engagé? Est-ce que tu te souviens peut-être d'un sauvetage, en tant qu'affaire qui s'est bien fini, mais, nous décrire un petit peu, par exemple, le contexte d'un sauvetage qui peut être, «engagé» entre guillemets ou compliqué, Mmh. Oui, il y en a plusieurs. Il y a ce qui est parfois difficile, enfin, en tout cas, il y a un enjeu, heu, relativement important, c'est quand il y a un groupe de personnes, en tout cas, qui est emporté. Donc, on appelle ça, nous, une grappe, c'est-à-dire Ouais, plusieurs personnes qui sont emportées dans le même courant. Donc, là, il faut rapidement identifier la personne qui va être le plus mal on a, par exemple, pour une grappe de 10 personnes qui part, on n'est pas ouais, 10 sauveteurs. Donc, il faut, ouais, regrouper, calmer parce qu'il peut avoir l'effet de panique de groupe, identifier la personne qui va pas du tout bien pour, aller peut-être en priorité sur elle. Donc, il y a des enjeux comme ça où c'est des sauvetages, de groupe qui ouais. peuvent être compliqués, donc où il faut être très réactif, Mmh. observer, réagir. Donc ça, c'est le premier, voilà, le premier type de sauvetage. Et puis Ouais, moi, effectivement, j'ai un souvenir, sur la plage de la Milady à Biarritz, alors qui était pas du tout sur mon secteur, mais qui était lors d'une compétition de sauvetage où il y avait énormément de vagues et c'était, c'était les championnats de France de sauvetage. Et le matin, avant le début de la compétition, il y avait un échauffement. On ne savait pas si la compétition allait avoir lieu parce qu'il y avait des vagues très, très grosses. Et il y a quelqu'un, qui est parti à l'eau et qui s'est fait mal. Et du coup, on a été le chercher. Et là, c'est vrai que, en quelques minutes, l'océan s'était complètement modifié, il y avait énormément de vagues, beaucoup de courants sur une plage où il y avait beaucoup de de rocher. rochers, donc c'était très compliqué. Je me rappelle, on avait le renfort de l'hélicoptère qui était venu, où on avait treuillé au large. Et de la plage, les témoins disaient qu'ils voyaient plus l'hélicoptère tellement qu'il y avait des vagues. Donc ouais, je me souviens de voilà, de ce sauvetage qui était, voilà, qui était assez périlleux, mais en tout cas, voilà, ça s'est bien fini. Tout le monde est rentré sain et sauf, mais voilà, ça fait partie de voilà, en tout cas des situations auxquelles on peut être confronté.
Ouais. Est-ce que ça arrive aussi, enfin toi, je sais pas si dans ta carrière ça t'est arrivé, mais justement d'avoir dû faire face à des situations où malheureusement vous pouvez plus rien faire pour la personne. Oui, il y a toujours, hormis des cas exceptionnels, mais c'est vrai que quand on intervient sur une victime qui est en arrêt cardio-respiratoire, il y a ce délai où on effectue les manœuvres de réanimation. On a rapidement le renfort de médecin, on essaie tout pour, sauver la victime et puis malheureusement, il y a un décès qui est prononcé par le médecin, où il y a la prise en charge de la famille. Je me rappelle moi à Souston, hem i ça a été, annoncé à son épouse et puis à sa fille Ouais, que malheureusement malgré la réanimation qu'on avait entamée, la personne était décédée donc les accompagner, avoir, la victime, les accompagner, au funérarium par la suite, voilà, c'est et puis aussi l'annonce d'enfants, de jeunes enfants qui décèdent devant leurs parents, ouais, ça voilà, doit c'est quand ça même doit être des horrible choses ça. qui sont dramatiques Ouais. et parce qu'en plus, c'est doublé par le fait que les gens, je pense, dans leur imaginaire, vont à la plage et s'imaginent pas du tout qu'il peut leur arriver quelque chose parce que c'est vrai que la plage, c'est associé à du plaisir, Ouais, c'est un milieu, c'est le voilà, où les bonheur. gens sont contents, voilà et beh, non, on s'attend pas pendant les vacances, et puis c'est toujours des décès par accident, quoi, donc c'est des «décès Ouais, violents» entre guillemets. Mmh. ouais. Voilà, Et, mais ça fait partie du travail ouais, bien sûr. et en tout cas, nous, maintenant, dans les recrues des jeunes sauveteurs, on essaie de les former au mieux à cette situation, pour laquelle ils pourraient être confrontés. D'accord. Ok. Hem, alors du coup, c'est donc le métier de surveillant, comment pardon, j'ai perdu le mot, de surveillant de Mmh. baignade. Oui, de Non, nageur sauveteur. nageur Ouais. sauveteur, excuse-moi, je suis Oui, désolé. pas de Hem, souci. donc tu fais ta première saison en 93 et après donc tu me disais, tu découvres que c'est aussi un sport, notamment en Australie. Et comment ça se passe à ce moment-là? Tu te dis, «Bah, tiens, je ferais bien une compétition, juste pour le fun» ou tu te dis: «Tiens, ce serait chouette et j'aimerais bien me confronter peut-être aux meilleurs de la planète»? Qu'est-ce que tu te dis quand tu découvres, ce sport? Je me dis que c'est un formidable sport parce que ça me change de la piscine où c'est toujours les des allers-retours dans les bassins Ouais, et puis rapidement, le fait que je sois prise en équipe de France, championne de France et directement prise en équipe de France et bah, du coup, je vais rencontrer, des sportives et des sportifs qui viennent de toute la planète et c'est vrai que je goûte un peu, à ces compétitions qui ne sont jamais les mêmes en fonction des conditions météo et en fonction des sites ouais, et du coup, je tombe amoureuse bah, voilà, de ces compétitions et de ces rencontres que je peux faire. ouais. Alors on va en parler, mais donc voilà, assez vite, en fait, tu rejoins l'équipe de France. Oui. Hem, donc il y a beaucoup d'inscrits dans cette discipline en France. Tu as une idée un petit peu du nombre de personnes qui pratiquent le sauvetage côtier en club? Ah ça, c'est une bonne question. Non, j'ai pas de chiffres. En tout cas, c'est beaucoup plus important que c'était au début des années 90 quand moi je l'ai découvert. Mais c'est de plus en plus et je pense que nos associations, enfin les associations de sauvetage commencent à être entre guillemets «saturées» parce qu'il y a énormément d'enfants, même d'adultes qui se mettent à ce sport pour découvrir l'océan Mmh. et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent, soit ce sport de manière, loisir, ou ce sport de compétition. Mmh. Mais j'ai pas Ouais. d'idée de Non, non, mais c'est pas grave, c'est juste par curiosité. Mais effectivement, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des enfants, des pitchouns qui ont, je sais pas, 4 5 ans, oui, qui sont là à porter leur planche avec leurs copains dans la rue, c'est assez mignon et ils sont quand même assez, comment dire? Fearless, enfin, tu sais, ils ont pas oui. peur de se jeter à l'eau, Non, quoi. non, non, c'est Même quand il y a vrai. 1,50 m, 2 m de vague, ils y vont quand même, quoi. Mmh. C'est assez drôle. Oui, tout à fait. Et Mmh, tout à fait. donc cette équipe de France, donc tu passes par peut-être des compétitions nationales avant d'intégrer l'équipe de France, ou tout de suite on te dit: «Oh, bah, viens, tu peux intégrer l'équipe de France», comment ça se passe?
Alors, il y avait une compétition, nationale, d'abord une sélection, par les championnats de France, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait peu de monde qui pratiquait ce sport et notamment chez les Ouais. filles, il y en avait encore moins donc moi j'ai accédé assez vite de par mon passé de nageuse et parce Mmh. qu'il y avait aussi, pas trop de monde, au début donc ça a été une opportunité assez rapide, j'ai Ouais. envie de dire, qui s'est o bah, voilà, qui s'est offerte à moi. D'accord. Et alors du coup, c'est donc tu participes au tu as la chance d'aller aux championnats du monde de Oui, tout à sauvetage. fait, oui. Donc ça se déroule où ces 1ers championnats du monde? C'était en quelle année ça? Alors, il y a les premiers championnats du monde, auxquels je participe, c'est en 94. Ouais. C'est juste, après enfin ma 2e saison d'ailleurs, parce que j'avais fait 93-94. Donc c'est en Angleterre, les premiers, et puis se sont enchaînés, tous les 2 ans les championnats du monde, en fait, et en alternance, en 97, ils ont commencé à créer les championnats d'Europe. Donc D'accord. c'était une année les championnats d'Europe, une année les championnats du monde et on alternait OK. comme ça. Mmh. Et au fur Et et à mesure alors de l'avancée, il y a eu de plus en plus de monde qui se sont, en tout cas intéressés à ce sport, venus de tous sports, différents, de la natation, du surf, hem, de l'athlétisme même pour les activités, sur le sable. ouais. Donc voilà, ça en tout cas, ça a séduit beaucoup de personnes, ce sport, qui je pense est un sport très attractif. Et du coup, les Français, alors, ils sont comment en sauvetage par rapport au reste du monde? Alors les Français, il y a eu une évolution aussi, par rapport à la discipline. En définitive, on a été d'ailleurs avec un collègue, un des premiers à détecter que l'Australie survolait complètement, ce sport mondial et du coup, on a décidé d'aller s'entraîner en Australie. Maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé, mais à l'époque, on était 2-3 à partir, c'était drôle. Donc après notre saison en France, on prenait un billet d'avion et on allait s'entraîner dans un club australien, Génial. pour, s'améliorer, en décrochant quelques sponsors et puis, pour revivre à entre guillemets «à fond» notre sport puisque c'était très peu développé en France. Il y Ouais. avait pas du tout d'infrastructures, très peu de matériel, donc on avait choisi l'option d'aller s'entraîner avec les meilleurs mondiaux. C'était très compliqué au début parce que je pense qu'on avait, le niveau de cadet, de junior, par rapport à ce niveau qui était tellement élevé en Australie, Ouais. heu, donc Et mais on a c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, qu'est dans cette, qu'est-ce qu'ils ont de plus les Australiens? C'est quoi? Ils font 60 kilomètres en paddleboard, qu'est-ce que bah, déjà, ils commencent à 6 ans, donc et ils s'entraînent, 3 fois par jour. Ils s'entraînent à l'année aussi par rapport à nous où on a l'hiver qui est là, donc il y a un climat qui est assez favorable, ouais, et puis, c'est un sport qui a à peu près 120 ans, donc c'est un peu comme le foot en France, quoi. Quand vous vous dites que d'accord. vous faites du sauvetage en Australie, tout le monde connaît, tout le monde il y a le samedi, il y a du sauvetage à la télé, enfin voilà, c'est très populaire, c'est un sport Donc populaire. c'est ancré dans la C'est ancré culture, dans la du pays, quoi. culture, la Ouais. beach education, enfin à l'école, ils voient les gestes de premier secours. Enfin voilà, il y a toute une éducation, qu'on essaie maintenant nous de reproduire en France avec des programmes adaptés, à l'école. Mais voilà, on en a 110 ans de retard en fait. Mais juste ça donc ça va, C'est tout. c'est tout. Et du coup, donc, alors, donc ça, c'est en 94 quand tu arrives là-bas pour la première fois, mais j'ai vu que tu avais participé à 6 championnats du monde de sauvetage. Oui. Est-ce que sur un de ces championnats du monde, la France a réussi à décrocher une petite médaille sur une discipline ou quelque chose? Oui, alors nous, en 2000, avec les filles, il y avait un relais, sprint sur le sable et on a eu un titre de champion du monde. Donc ça a été super. En plus, c'était en Australie, donc pour moi, c'était très significatif de pouvoir décrocher une médaille d'or dans ce pays, qui Mmh. symbolise en définitive le sauvetage. Ouais. Et ensuite, par la suite, on a organisé en 2014 le championnat du monde en France, à Montpellier. Donc là, j'étais plus sportive. J'étais plutôt dans le L'encadrement, milieu, pas forcément de l'organisation, mais voilà, j'avais défendu la candidature, donc j'étais investie plutôt dans ce côté-là. Voilà, la France, je crois que c'était en 2014 qui avait fait 3e, donc 3e nation, ouais. ce qui a été, notre meilleur résultat, de tous les championnats du monde et je pense que cette réussite, elle est due au fait que beaucoup de sportifs se soient exilés, en tout cas sur la partie,
côtier puisque dans les championnats du monde, en fait, on doit faire à la fois des épreuves en piscine et des épreuves à l'océan. Donc D'accord. c'est un mix, en fait, des 2. Mais en tout cas, pour les sportifs qui étaient plutôt spécialisés à l'océan, n la les bons résultats, en tout cas, ont été dus à l'implication des sportifs qui sont partis s'entraîner avec les Australiens. D'accord, OK. Donc même si on a Ouais. 110 ans de retard, mine de rien, on commence à rattraper un Voilà, peu ce retard. exactement. Oui, OK. oui, oui, tout à fait, exactement, oui, oui, oui. Alors j'ai vu que tu avais aussi, participé au championnat du monde de longue distance en paddleboard. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, alors déjà pour Oui. ceux qui nous écoutent, le paddleboard, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce que Oui, alors le paddleboard, c'est une des, disciplines du sauvetage côtier. C'est donc une planche qu'on utilise d'ailleurs, alors c'est pas tout à fait la même parce qu'en compétition elle est un peu plus, profilée c'est une planche qu'on utilise pour, aller chercher des gens. Une planche de sauvetage, c'est un support en fait de sauvetage. mmh, Donc en compétition, il y a des épreuves de planche où il faut faire le tour de bouée et revenir et c'est vrai que c'était, en tout cas on est c quoi? On est debout, assise, on est allongé genoux? sur le ventre. Ouais, On donc comme rame, les comme les comme en surfeurs? surf, voilà Ouais, et de temps en temps, on peut se mettre à genoux et on rame les 2 mains, en même temps. d'accord. Donc on alterne les positions pour, voilà, pour, physiquement être plus performant et Mmh. c'est vrai que cette discipline-là, la planche, ça c'était vraiment une discipline où j'ai vraiment, j'adore cette discipline et du coup, au fur et à mesure de l'avancée des championnats du monde, j'avais un ami qui a été participer à Hawaï à une épreuve de longue distance entre 2 îles qui sont considérées comme les championnats du monde de longue distance. Entre l'île de Molokai et l'île de Oahu, à la rame, ça fait 52 kilomètres À la rame, 52 et kilomètres. donc Waouh! voilà, exactement. On pouvait le faire en solitaire ou en relais, Ouais, voilà. Donc moi, j'ai commencé, en solitaire en 2003 et puis en relais en 2004 et en 2006 avec mon mari ouais. et du coup ça, pour moi, ça a été un peu une révélation. Ça a complètement, ça m'a vraiment, comment dire? Dans la stratégie, dans l'effort, dans, la concentration, dans la difficulté, je trouvais que c'était, la longue distance, ça m'a beaucoup attirée en fait, même si c'était pour moi un peu déstabilisant au début parce que dans le sauvetage côtier, c'était juste 500 mètres, c'était, il faut que je gagne ou il faut que j'arrive deuxième, troisième, quatrième. Ouais, Là, c'était, il faut que j'arrive tout court à finir, il faut ouais. que je prévoie, la nourriture, il faut que je sois en autonomie, il faut que je regarde les cartes météo. Voilà, il y avait une dimension, aventure, en Ouais. tout cas, qui, m'attirait à ce moment-là et qui me sortait un peu, de ces championnats du monde qui sont arrivés à un moment donné où c'était pas toujours la même chose. C'est pas ce que je veux dire parce que ça fait la fille blasée, c'est pas du tout Mmh. ce que je veux dire, mais en tout cas, ça a été une opportunité pour moi pour faire autre chose, en fait, pour me Ouais, de découvrir, diversifier de et un nouveaux, côté un peu une autre discipline. aventure, voilà, Ouais. exact. Ouais, parce que Expédition qui était super. 52 kilomètres, donc tu l'as fait une fois, seule ou tu l'as toujours fait en relais? Je me souviens Voilà, plus. une fois Une fois seule en seule, ouais? 2003, Alors, tu as mis voilà, combien de temps? et Faut que tu rames combien de temps pour faire 52 kilomètres? Parce que je pense que j'avais dû mettre dans les 7h30, je pense. ah ouais, d'accord. Non, 7h, 7h01, ouais, je crois. OK. Parce que, Donc 7 heures quand même, hein, sur la c'est planche ouais, à ramer. faut avoir des sacrés bras quand même, hein? Faut être super Faut les endurante parce que tourner. non, parce Faut que tourner, voilà, faut le mentalement se préparer. le seul point de comparaison que j'ai, si tu veux, en termes de temps, distance, c'est par exemple, je sais pas moi qui aime bien de temps en temps faire de la rando, si j'arrive à faire 25 kilomètres en une journée, c'est déjà un exploit. Donc là, je me dis, waouh, Oui. 52 kilomètres, à la force des bras, c'est énorme. Alors bien sûr, on glisse un peu, hein, sur ces planches, j'imagine, mais enfin vous tracez quoi, ça va Ou super vite. oui, 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 ça, c'est-à-dire que alors la difficulté, ce que je trouve, c'est que la position qu'on a, elle est pas du tout physiologique et du coup, c'est voilà, ça peut faire mal au dos, au lombaire, au menton, mais c'est quand même un support qui permet d'avancer quand même, oui, effectivement. D'accord.
Bon, bah écoute, en tout cas, j'irai pas surfer avec toi parce que je n'arriverai pas à te suivre, hein, je te le dis à mon avis. Mais, euh, mais ouais, donc là, c'est le début. Tu découvres un peu le côté aventure qui peut être lié à ce sport-là. Et on va y revenir parce que l'aventure, c'est pas la seule aventure que tu as fait. Mais donc, là, tu me parlais de 2004. 2004, Oui, tu te tout à fait. maries avec ton mari. Euh, Oui, tout à fait. mais c'est aussi une année un peu spéciale parce que donc c'est Mm, l'annonce de ton premier cancer. oui, Euh, exactement. comment ça s'est passé en fait? Comment tu t'es rendu compte que tu as un cancer? Comment ça s'est déclaré? Tu peux nous en Mm. dire plus? Oui, tout à fait. Donc, c'était une année, en tout cas sportivement, qui était, fantastique parce que c'était une année où j'ai concouru 2 championnats du monde. C'est-à-dire à la fois la traversée à Hawaï, sur la Ouais. longue distance et à la fois les championnats du monde, de sauvetage en C'était, Italie, à Viareggio, t'étais au top de ta forme, quoi. voilà, où j'étais en équipe de France. Donc j'étais vraiment au top de ma forme avec, un écart d'1 mois et demi sur des compétitions qui étaient totalement différentes, donc j'étais vraiment très en forme. Je me suis mariée dans la foulée, en octobre, donc c'était vraiment, c'est tout allait bien et j'ai senti en octobre sur le pectoral, Mhm. comme une masse, sur le pectoral gauche, comme une masse. Alors c'est vrai que les sportifs, on a souvent des tendinites, bon voilà, c'est pas mais Des tensions, parfois. donc j'ai passé des examens, ouais, j'ai passé des examens médicaux, une échographie, je me rappelle, échographie pour laquelle d'ailleurs le le praticien m'avait dit: «Mais, vous inquiétez pas, vous avez une chance sur 200 000 pour que ce soit que ce soit cancéreux, dangereux». À l'époque, il y avait très peu de cancer chez les jeunes, Ouais. puisque j'avais 28 ans Ouais, tu avais et 28 ans, c'est ça, en 2004. il m'avait dit: «Écoutez, voilà, ouais. Revenez dans, revenez dans 6 mois, à part si ça évolue, refaites des examens» et moi, alors c'est drôle parce que souvent je dis: «Suivez votre instinct» parce que moi j'ai rêvé, j'ai fait des rêves comme quoi j'avais le cancer, alors que c'est des Ouais, trucs que je fais jamais, et d'accord. puis je sentais que c'était vraiment particulier. J'avais un instinct qui me disait: Ouais, «Non, il y a quelque chose qui va pas», vraiment, mais je d'accord. pouvais pas l'expliquer en fait Ouais. et donc Ouais, parce que tu j'ai l'as pas interrogé, senti, tu l'as pas mes senti médecins. grossir ou te faire mal, Non, cette masse, non, ouais. non, voilà, exactement et donc j'ai interrogé, mon médecin, et je et bon, il me dit: «Mais non, ce type d'adénome, ça s'appelle des adénomes, il y en a Ouais, plein, les sportives, elles font beaucoup ça, t'inquiète pas» et tout ça. Donc bon, mais après c'était pas du tout à sa décharge. Effectivement, il y a rien, pas d'antécédents médicaux, il y a rien qui prouvait à cette époque-là que ça pouvait faire une biopsie, en tout cas aller plus loin dans les examens. Et donc j'ai demandé une biopsie et à la biopsie, je me c'est rappelle, quoi donc c'est j'ai quoi été une convoquée chez ce biopsie, médecin pardon? et une biopsie, tu sais, c'est une espèce de toute petite piqûre, une aiguille qui rentre et qui prélève un bout de tissu D'accord, de la zone suspecte, pour pouvoir analyser qu'est-ce que c'est, quoi. donc et après qui est analysé. Pour analyser, voilà et donc je me rappelle, j'avais rendez-vous avec ce médecin, tard dans la soirée. J'étais la dernière, dans la salle d'attente et donc ce médecin me fait rentrer dans son bureau. Il me dit, voilà, il me pose des questions et puis: «Est-ce qu'on vous a dit, quelque chose ou pas?» «Beh, non, non, justement, on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir». «D'accord, bon, j'ai les résultats et voilà, vous avez un cancer du sein». Alors moi, au début, on me dit ça, mais moi, je pensais que les cancers, c'était que chez les vieux. Enfin voilà, Ouais, j'avais une image du cancer. J'étais pas du tout, prête à entendre ça, en quoi. tout cas, renseignée sur cette pathologie parce que j'en avais pas, dans ma famille. J'avais pas de cancer dans ma famille, donc j'avais pas Ouais, ou dans mon entourage, donc voilà, j'avais juste une personne que j'avais rencontrée quelque temps avant qui avait eu ça, enfin qui avait ça à l'époque et donc voilà, donc ça tombe, hein, donc déjà il y a l'annonce à mes parents à faire qui reste quand même relativement compliquée, ouais. hem et l pendant 12 jours, je me dis: «Mais c'est pas j'ai rêvé que voilà, je pense à mon enterrement», voilà, j'ai été vraiment, Ouais, c'était déstabilisée tes pendant 2 premières jours. pensées quand Alors on ça te a pas dit duré ça, qu'est-ce longtemps. que tu te dis, Voilà, voilà, je me dis que je viens de me marier, du coup, voilà, je vais mourir. Je
je sais j'ai pas tout fait, je suis jeune, comment je vais faire? Comment ça va se passer? Comment je vais évoluer? Je vais perdre mes cheveux, je vais faire la chimiothérapie, enfin bon voilà, toutes les questions, compliquées. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du sport, pas du sport? Est-ce que je pourrai avoir des enfants? Voilà et puis tout simplement, est-ce que je vais vivre en fait? Ouais, Donc ça, c'était, les premières pensées. Ça a duré 2 jours et au bout des 2 jours, je me dis: «Bon, quoi qu'il arrive, en fait, tu l'as, donc maintenant, c'est comme tes adversaires, il va falloir mieux les connaître pour pouvoir, en tout cas, les combattre». Et donc je me suis acheté tous les livres sur le cancer, j'ai lu plein de choses, je me suis beaucoup documentée pour connaître et découvrir entre guillemets «cette maladie». ouais, J'ai beaucoup interrogé, mes médecins, les oncologues et cetera et je suis partie au combat, quoi. ouais. Alors Voilà comment ça veut on se dire prépare à une quoi, compétition, ouais, ça veut dire quoi? Comment tu as combattu ça justement? Est-ce que les livres, donc ça t'a permis de faire quoi? Je sais pas, est-ce que ça t'a permis de mieux t'alimenter? Tu peux nous en dire plus? Ouais, alors je pense que les livres déjà ça m'a permis de comprendre ce qui se passait dans le corps, la physiologie, de comprendre le cancer, comment ça se développait, c'était quoi? C'était dû à quoi? Quel type de cancer il y avait? Quel grade? Quel stade? Et cetera. Donc d'avoir une connaissance de la maladie, effectivement, de soigner l'alimentation, de, alors à l'époque, ils parlaient pas de continuer à faire du sport, donc mais moi j'avais vraiment ce besoin, donc j'ai commencé à Ouais, me heurter un peu à certains médecins, pas tous, hein, heureusement. Il y a des médecins qui m'ont en tout cas, qui m'ont soutenue dans la continuité de ma pratique. Pour moi, ouais. c'était, incontournable. C'était très important de continuer à faire du sport. Parce que tu as Donc suivi donc rapidement des traitements et fait du sport aussi en même voilà, temps que les traitements? exactement. Oui, oui, tout à fait. Donc D'accord. moi, C'est quoi les j'ai regardé le planning. Je suis désolé, je te coupe. C'est quoi les, Non, les oui. traitements justement que tu as? Donc, tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est, Oui. en quoi ça consiste? Ah, ouais, alors il y a plein de types de traitements en fonction du cancer, de l'avancée. À l'époque, ça a été un cancer, qu'on m'a déjà enlevé. C'était une tumérectomie, donc on a sorti la tumeur. Ensuite, on a fait de la chimiothérapie et on a fait de la radiothérapie. Donc il y avait D'accord. 5 mois de Donc chimio, c'est quoi? et 2 mois de On t'injecte un traitement, c'est ça? C'est une donc injection? on t'injecte un traitement qui est très, très fort, qui se déroule en milieu hospitalier, toutes les 3 semaines, avec vérification, du système, enfin voilà, des globules avant l'injection. C'est en porte-à-4 qu'on met sous la peau pour pouvoir, comment dire? Passer le produit qui va directement au cœur et distribuer à tous les organes et c'est un produit qui détruit toutes les cellules, qu'elles soient cancéreuses ou qu'elles soient saines. Donc D'accord. en fait, c'est un traitement qui est très invasif, Ouais. mais qui permet à distance de la cellule enfin de la tumeur, éventuellement de, «nettoyer» entre guillemets, les éventuelles cellules qui auraient pu partir, ailleurs sur le corps humain, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on Donc ressent après, une chimio? Heu, il y a on a des effets secondaires, hein, parce que ça c'est les chimiothérapies aujourd'hui, elles sont de mieux en mieux, calibrées, ciblées, mais il y a quand même des chimiothérapies qui restent très fortes. On a des Ouais, effets secondaires, on a, des nausées, des vomissements, l'appétit qui se modifie, le goût, la chute de cheveux, hem la fatigue, ouais. voilà, c'est quand même, voilà, c'est quand même Donc des traitements qui sont très très lourds. lourd. Ouais. Ouais, c'est très lourd, mais j'ai quand même voulu continuer à faire du sport, comme si, voilà, j'avais encore la maîtrise, du corps, et que je continuais, à pratiquer ma discipline. Alors avec, une intensité qui était tout à fait différente, avec un rythme différent, mais pour moi, c'était important en fait, à la fois important de continuer, mais surtout de me lancer un objectif sportif, Ouais. qui était de me dire, on est en novembre, je finis, ma chimiothérapie, ma radiothérapie en juillet de l'année suivante. En septembre, j'ai les qualifications pour des championnats du monde qui ont lieu en février prochain.
Donc, OK. en gros, j'avais mon planning qui était établi. J'avais décidé que j'irais au championnat du monde, en tout cas que je ferais tout pour me qualifier au championnat du monde. Les médecins étaient au courant, je continuais et du coup, j'étais partie sur un projet sportif, en parallèle des traitements. Mais du coup, l'avantage, c'était que, justement, j'avais l'impression que j'avais un défi derrière à accomplir et Ouais, j'étais beaucoup moins focalisée sur la maladie et j'étais plus focalisée sur l'après et ça m'a beaucoup aidée en tout cas à passer cette période. d'accord, parce que ça a duré combien de temps au total, cette période de traitement? C'est, 6 mois, 1 an? Ça a duré, heu, entre les différents, traitements, oui 8 mois je pense, 8 mois à peu D'accord, près. OK, et donc ça, mentalement, ça te permet de tenir, et de te dire que, bah, Ouais 10 mois. de toute façon, faut que tu ailles dans Voilà, l'avant parce que tu as un objectif dans 1 an qui est championnat du monde, quoi. voilà, exactement OK, et donc ça c'était voilà, ça a été, super important. Mmh. et du coup, donc tu as réussi alors à te qualifier ou pas? Voilà, arrivé septembre, suivant, j'avais encore très peu de cheveux sur la tête qui avait repoussé, et je me qualifie au championnat du monde. Donc là, avec beaucoup, beaucoup d'émotions parce que tout le monde avait suivi, hem, avait suivi un peu, la solidarité aussi, nationale et internationale. Tout le monde avait suivi un peu le parcours, avait su que j'étais, Ouais, dans cette phase-là et du coup, c'est vrai que quand je suis revenue au championnat du monde avec peu de cheveux sur la tête, c'était voilà, c'était assez émouvant de remonter sur le podium en équipe voilà, pour boucler cette boucle, en fait, j'avais l'impression. ouais, d'accord, et Mmh. et après ça, bon, bah, c'est génial. Déjà, vous faites un podium cette année-là, c'est super. Vous finissez combien? 3e, 2e? Ouais, c'est super. 3e, on avait fait 2 podiums en équipe, 2 fois troisième et en individuel, je fais quatrième. Donc au niveau mondial, c'est Génial, pour moi, c'est un c'est un bah, exploit. voilà, c'est inimaginable. Ouais, voilà, c'était ah ouais, 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 oui. Enfin, C'était top, quoi. Quatrième ou dès cinquième, mais vu de c'était l'extérieur, vraiment, moi, je te le dis, c'est un ouais, c'était exploit, c'était clairement, super. c'est impressionnant, mais Oui, ouais, vraiment, c'était un mmh, non, vas-y, je c'était t'en prie. émouvant, en tout cas. Ouais, Non, 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 j'imagine. ouais, ouais, c'était très émouvant et ce qui est aussi, cette période aussi, on a, parce que quand on est atteint d'une maladie ou d'une pathologie, on a tendance justement à aller vers nos pairs, c'est-à-dire des gens qui ont soit dans la même maladie ou qui ont traversé cette épreuve. Donc on a tendance souvent à rejoindre une communauté en définitive. Hem à cette époque-là, j'avais des connaissances, entre 2003 et 2005, 2006, j'avais, des personnes de mon entourage qui avaient été touchées par la maladie. Entre-temps, j'avais ma marraine aussi, de ma famille. Ouais, J'avais, voilà, des personnes que je connaissais et en fait, en tout cas, on se soutenait. Alors, elles se connaissaient pas entre elles, ouais, mais moi, régulièrement, on s'appelait, «Tiens, tu feras quoi toi après?» Je lui dis: «Mais moi, je vais aller au championnat du monde, mais en fait, j'aimerais traverser un océan à la force des bras». On se mettait tout à rêver, en fait, de ce qu'on pourrait, faire après ouais. la maladie. Ça nous permettait aussi voilà, de pas lâcher, d'aller de l'avant et Mmh. en définitive, on était 6 et les 5 personnes sont décédées et pour Aïe. moi, ça a été à la fois difficile parce que, je les ai quand même toutes enterrées du cancer, donc maladie qui me touchait aussi, mais ça a été un accélérateur en me disant: «Si demain je suis à leur place, sur les dernières, journées de ma vie, je ne veux pas regretter quelque chose» et de Ouais, ce fait, mon rêve, c'est de traverser un océan, donc j'ai envie de tenter, mon rêve. et donc c'est là, où vient le projet, Cap Odyssée? Mmh. Exactement, c'est là où vient le projet Cap Odyssée, qui est, voilà, qui est un projet c'est vrai que même quand on y pense maintenant, qui est un projet fou, parce que traverser un océan sur une planche avec les mains dans l'eau, d'ailleurs personne ne l'a retenté depuis, hein, c'était Mmh. 2009, Je t'avoue ce que qui est énorme. On ça est donne on pas est trop toujours au World envie. Guinness Book. Oui, c'est vrai, ouais, personne m'a dit: «Tiens, ça j'aimerais bien le faire, tiens ça».
C'est vrai. Et ça a été une formidable expédition parce qu'on a mis 3 ans à monter cette Ouais. traversée. Bon, Alors déjà, tu peux nous en parler, j'en ouais, ai voilà, parlé en à mes 2 détail de cette coéquipières. traversée, qu'est-ce que Voilà, c'est, ouais. J'ai parlé avec mes 2 coéquipières de l'époque, Alexandra, Lux et Flora Mancier. Je leur ai dit: «Ben voilà, moi j'ai un rêve, c'est traverser un océan, mais je sais pas si c'est possible, là. En tout cas, toute seule, je pourrais pas. Il faudrait que, voilà, qu'on soit toutes les 3 ensemble, on se relayerait, et voilà, est-ce que vous voulez tenter l'aventure?» Et ce qui est fou, c'est qu'elles ont, toutes les 2 répondu, «Oui, oui, on a envie de tenter l'aventure», génial. avec tout ce que ça comporte de risques, voilà, de priorités aussi par rapport à la vie, familiale, enfin bref, tout ça. Et C'était du quoi coup, le on a challenge signé ce Cap jour-là, Odyssée? c'était la traversée de l'océan Atlantique Nord, D'accord, donc de qui est où un à où? océan qui est alors on avait trouvé une île au Canada, qui s'appelle, l'île de Cap-Breton, pour arriver à Cap-Breton dans les Landes chez nous. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ce jour-là, en fait, avec les filles, on a, on a été manger toutes les 3. Je les ai invitées au restaurant. On a parlé de tout ce qui pouvait arriver pendant la traversée, qu'il pouvait avoir, des accidents graves et que, du fait qu'on soit très éloigné des côtes, avec un pronostic vital qui pouvait être engagé. On a parlé, sans tabou de tout ça. Mmh. Et ce jour-là, en fait, on a signé comme un pacte un peu à la vie, à la mort, que quoi qu'il arrivait, si jamais il se passait quelque chose sur la traversée, il fallait que les 2 autres, continuent. Et vraiment, on a scellé comme quelque chose de vraiment de très fort dans la philosophie. Et on a mis 3 ans à préparer cette expédition, où, je vous l'avoue, au début, peu de gens y croyaient. On a eu du mal d'ailleurs à boucler le financement, mais on y est arrivé. Hem et heu et ça a été, dans la préparation, une expédition très compliquée parce que personne ne l'avait jamais tenté auparavant. Donc on Ouais, n'avait pas, le recul, en fait, de savoir déjà, si c'était possible de traverser un océan avec une planche. ouais. Hem, on n'avait pas du tout de précision, et de certitude en tout cas sur, les éventuels courants, sur, la météo, sur la distance qu'on pouvait, ou pas tenir. Voilà, peut-être que physiquement c'était compliqué. Donc on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes, et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que, quand on voit, la vie aujourd'hui, avec le covid, toutes les incertitudes, je pense que mentalement, notre préparation mentale, en tout cas, nous a permis, heu, même si on était dans beaucoup, beaucoup d'incertitudes, ça nous a permis de nous organiser, de gérer nos émotions et d'y aller plutôt sereinement, j'ai envie de dire. Oui, alors serein, oui, faut l'être, hein, Ouais, mais voilà, pas évident, franchement, relativement. voilà, relativement, parce que quand tu vois l'ampleur du projet, Voilà, c'était combien de oui. kilomètres à parcourir, ce projet? C'était 4 830 kilomètres, Waouh, OK, voilà, de et tout Cabreton à ça Cabreton. en se relayant, toutes les 3, quoi? OK. Voilà, ouais, exactement. Donc on avait un bateau d'assistance Oui, parce qui, que oui, nous mmh, sinon permettait, compliqué. voilà, donc il y Vous avait allez une pas dormir planche dans la mer? à peu près de 4 mètres, enfin de 15 pieds, à peu près, voilà, de 4 mètres, 4 mètres, 4 m 20. Le On bateau? avait plusieurs planches sur lesquelles on se relie. La planche. Ah oui, OK, d'accord. On se relayait et ensuite on avait un bateau d'assistance sur lequel il y avait un équipage qui nous aidait à la sécurité, à la logistique, et sur lequel on pouvait, se restaurer et se reposer. D'accord, et alors, du coup, dans Voilà. la préparation, j'ai vu que vous aviez rencontré, Yves Parlier pour échanger un petit peu avec lui, le navigateur? Voilà, ouais, tout à fait. Tout à fait, Yves Parlier, et en fait, au début, c'était notre parrain, d'ailleurs on l'appelle toujours parrain. C'était le parrain de l'expédition, c'était quelqu'un qui était là pour nous guider, nous aiguiller, nous aider à nous organiser, qui avait mené des gros projets, comme l'Hydroptère, hein. Voilà, et donc il y avait cette expérience-là
des expéditions. Et puis je me rappelle, on avait fait des traversées tests et puis, C'est quoi ça, une donc la traversée première test? traversée de test, c'était des traversées, heu, par exemple, on avait fait les Sables d'Olonne Bordeaux, on avait fait Lorient Saint-Jean-de-Luz pour tester le D'accord. matériel, tester les rotations, tester la nourriture, tester, voilà. Donc on OK. était en entraînement. Ouais. La première traversée nous avait amenés, je me rappelle, volontairement pas mis de chauffage. C'était le 20 décembre. On avait Ouch! éno on a ouais, c'était très froid alors pour tester, je sais pas, soit notre résistance, notre résistance mentale ou physique, Mmh. mais pour nous tester aussi. Et puis la deuxième, en avril, on l'avait effectuée, de Lorient à Saint-Jean-de-Luz et on avait demandé à des gens qui s'ils pouvaient nous amener, parce qu'on avait très peu de budget, j'avoue. Ouais. Donc on avait demandé: «Tiens, vous avez un bateau, vous pouvez pas nous amener 5 jours?» On fait des tests et on était tombé sur voilà, sur quelqu'un qui était pas enfin, ça avait été compliqué avec ce capitaine du bateau. Ouais. Quand je suis arrivée, j'ai dit à Yves: «Non mais tu sais, le bateau d'assistance, c'est très important qu'on ait quand même quelqu'un qui soit là, qui soit aidant, donc je pense que ce serait bien que tu viennes sur le bateau». Et au début, on n'avait pas du tout prévu ça, c'était pas du tout prévu que Yves monte à bord du bateau. Ouais. Et puis je pense qu'il s'est tellement pris dans cette, expédition, et je pense qu'il s'est mis la pression aussi de notre responsabilité. La responsabilité aussi que nos parents, nos conjoints, enfin voilà, ils avaient confiance en Yves, donc du coup, il a dit: «Bah, allez, je viens avec vous, je viens vous accompagner». Génial. Ah Et ouais, super. et Yves, du coup, donc il vous a accompagné pendant toute la traversée? Voilà, exactement. Et ça Il y avait trois rameuses, donc Alex, Flora et moi-même, et ensuite il y avait 5 membres d'équipage. Il y avait Yves Parlier qui était le capitaine du bateau, le skipper et le responsable de l'expédition. Il y avait son second, Adrien, qui était aussi le cambusier, qui prévoyait en fait les vivres, parce que, OK. on ne savait pas combien de temps on allait les mettre et que du coup au début, c'était une tranche de pain par jour, c'était un gâteau, c'était, 2 carrés de chocolat et pas plus. Ah Donc oui. voilà, ouais, 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 c'était Régime sec, vous avez dû fondre ouais, rapidement? régime. Oui, moi j'ai perdu je crois 7 kilos sur la traversée, Ouais. donc heu donc ça, après il y avait, un ostéopathe, infirmier qui était là aussi, et qui participait à l'expédition. Il y avait une scientifique qui faisait des prélèvements sur le phytoplancton et les zooplanctons, puisqu'on avait décidé dans la philosophie du projet, et ça c'est vrai qu'à chaque projet qu'on a mené, on a toujours essayé d'avoir cette philosophie-là, de dire que bon, nous on partait sur un exploit sportif, mais on voulait que ce projet-là serve aussi, à «l'humanité» entre guillemets pour, qu'on profite pour relever des échantillons de phytoplancton, qu'on fasse des mesures, sur l'eau, enfin voilà quoi. À chaque fois, on a essayé en tout cas, de combiner, l'exploit sportif à une dimension, humanitaire, et environnementale et médicale, donc voilà, c'était la force aussi, je pense, de notre projet, ce qui Ouais. l'a complexifié, hein, parce que quand on a plusieurs volets comme ça, il y a encore plus de gens qui rentrent en compte, il y a des enjeux qui se sont multipliés, voilà, c'est pas facile, mais en tout cas, on a réussi à mener ça, ils étaient 5 à s'occuper de nous, donc nous, on faisait des relais toutes les 2 Ah, heures ou toutes les 1h30 d'accord. sur la planche, Vous êtes partis à et quelle eux, en date? Vous êtes fait, ils partis faisaient en des hiver, en quarts. été? On est parti le 5 juillet de l'île de Cap-Breton au Canada OK, et on est arrivé le 28 août à Cap-Breton. génial. Donc il y a une vidéo, voilà, que tu pourras partager, où il y a énormément d'émotions à l'arrivée de Cap-Breton, où tous les gens nous attendent, ils nous ont suivis sur internet parce qu'on avait un traceur, donc ils pouvaient, nous suivre, et ça a été, ouais, ça a été un moment très émouvant. Mais on partagera, ouais, bien sûr, le lien, dans le podcast. Je Mmh. mettrai le Ouais, lien, de la ouais, vidéo. le lien, ouais. Moi, ma première question là, c'est de se dire, heu, comment tu fais pour tenir? Parce que, OK, donc vous faites des créneaux de 1h30, 2 heures, donc un jour ça va, 2 jours ça va, mais, Mmh. à la longue, comment tu fais pour garder le moral,
Pour te dire: «Bon, bah, là, j'ai pas envie, mais faut que je le fasse, faut que j'y aille». Comment tu Mmh. vous arrivez toutes les 3 parce que forcément, il y a une notion d'esprit d'équipe, hein, mais comment, tu arrives à te dépasser, en fait, pour te Oui, dire, «Il faut le faire», quoi? ouais, et c'est là où rentrent, en tout cas, les bénéfices de la préparation mentale. On se rend compte que, le mental, c'est ce qui va vraiment, amener, le sportif à se dépasser, surtout dans la «durée» entre guillemets, parce Ouais, qu'il y a le mental, heu, de 40 minutes sur un match, qui est une chose. Il y a le mental sur toute une saison ou sur toute une longueur d'expédition qui est différent. Hem et donc toute cette préparation qui me sert, même moi dans mon boulot maintenant, parce que j'arrive à capitaliser sur ce que j'ai appris, nous permet d'avoir des rituels, de mise en train, de motivation, de rentrer dans la séance, voilà, qui nous permettent, à la fois d'élaborer des routines où on se pose pas forcément la question si on a envie d'y aller, mais comment on y va et d'effectuer des rituels. Avant le relais, je fais ça, je me prépare comme ça, je rentre dans la séance comme ça. Il fait pas beau, il y a des grosses vagues, mais ça n'a pas d'importance, je reste concentrée sur ma technique. Voilà, tous ces éléments qui moi, m'ont permis d'avancer, et donc d'ailleurs les filles aussi sur cette distance-là, sur 54 jours en tout cas. ouais, et c'est alors comment tu t'es préparé mentalement, du coup, tu as fait ça seul? Vous avez vu un sophrologue, un psychologue, un préparateur mental? Comment vous avez, Oui, justement créé ces routines, toutes ces choses, pour vous permettre d'avancer? nous effectivement, ce on a eu la chance de rencontrer, moi je l'ai rencontré, Christian Ramos qui est un préparateur mental, qui est un psychologue de formation. Je l'ai rencontré quand j'ai voulu faire la Molokaï, La c'est vrai que ça Molokaï, fait, pardon? C'est? depuis, 2002 qu'on travaille ensemble. Oui, pardon, c'était à Hawaï, sur la longue D'accord, distance. OK. Donc je l'ai rencontré à cette période-là. On a toujours collaboré, on a toujours, voilà, on se voit, on continue à se voir. Et il nous a accompagnés, il nous a formés, il nous a accompagnés dans la préparation mentale de ce type de défi. Maintenant, il a même des formations, il forme des gens à être préparateur mental. Ouais, Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un de qualité et c'est vrai qu'il m'a beaucoup, beaucoup appris, et je pense d'ailleurs que une des premières personnes que j'ai appelées quand j'ai été malade, ça a été lui, quoi. Comment gérer, le stress des gens, comment gérer, ouais. le stress de ma famille, comment gérer, voilà, tout ça en Peut-être ton fait. propre stress aussi, enfin, ouais, j'imagine que mentalement Propre on stress, on va y la revenir sur motivation, cette voilà. partie un peu mentale, liée à la maladie, plus tard, mais en tout cas sur ce projet, Cap Odyssée, il vous a suivi, il vous a aidé à vous préparer, en amont. Mais est-ce qu'il était là Oui. aussi, sur place ou est-ce que vous l'appeliez de temps en temps pendant la traversée? Comment c'est passé? Oui, 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 moi j'ai eu, heu, j'ai eu un petit coup de mou, je crois que c'était avant la milieu de la traversée parce qu'on s'est rendu compte, et en fait, on a eu une période où il y avait beaucoup de houle et moi je m'alimentais pas assez. Je m'en suis pas forcément rendu compte, en fait, mais en tout cas, mes dépenses énergétiques étaient très, très supérieures, en tout cas, à mes apports, Ouais, et du coup, à un moment donné, j'ai fait des crises d'hypoglycémie, j'ai fait comme des petits malaises, voilà, et donc c'est vrai que pendant 24 heures, j'ai été entre guillemets, «interdite de ramer» pour refaire ces ressources-là. Mais c'est vrai qu'on s'est eu au téléphone à ce moment-là, parce qu'il restait beaucoup de chemin à parcourir, heu je me rappelle une phrase qui restera la phrase pour moi qui est la plus importante, en tout cas que j'aime bien parce que c'est tout à fait ça et c'est, je pense, ma vie. C'est, il ouais. m'a dit: «Écoute, face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance». Mmh. Donc il me dit: «Voilà, accroche-toi, ça finit par, voilà, la persévérance paye», en gros, et c'est vrai que dans tout, en tout cas dans tous pas les combats, mais en tout dans ouais, dans toute, Les challenges, ouais, dans
des challenges, voilà, exactement, c'est le bon mot, les challenges que je me suis lancée. J'ai toujours eu à l'idée cette phrase, qui fait que, voilà, bien que ça prendra du temps, on va y arriver, quoi. Et alors pendant cette traversée, ça a été quoi le plus dur au final pour vous 3? S'il y a un truc que toutes les 3 vous êtes dit: «Ouais, ça c'était vraiment, le plus dur à traverser», qu'est-ce que c'était? Bah, la répétition du relais qui a été compliquée, la première partie de l'Atlantique Nord a été, avec l'eau froide, le brouillard, la houle, ça a été vraiment, très compliqué, Et vous avez eu en termes des de tempêtes ou conditions. des houles, costauds, Voilà, des houles costauds qu'on a dû arrêter de ramer. Alors quand on a arrêté de ramer, on prenait le point GPS, on remontait s'abriter à bord du bateau. Donc là, chacun était dans sa cabine, on attachait tout le matériel, voilà, on laissait pas, de choses, traîner parce que ça pouvait, potentiellement, être des projectiles, avec le bateau qui bouge dans tous les sens. Donc voilà, il ouais, y avait des choses à prendre en compte. Hem, donc ça a été, voilà, donc dès qu'on s'arrêtait de ramer, on prenait le point GPS et quand, la dépression passait, on revenait au point GPS pour vraiment faire toute la traversée de l'Atlantique à la rame. ouais. Donc ça, c'était important et donc il y avait les conditions, il y avait, la nourriture. Je pense pour moi, ça a été compliqué. Moi qui adore manger à terre, et Ouais, ma beh, du pauvre, coup, ça a dû être je mange compliqué. Manger beaucoup une tranche moins de à pain, bord 2 du carrés de bateau. chocolat, Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui ont changé, en tout cas qui sont modifiées, les goûts, le mal de mer à gérer aussi, les relais de nuit qui étaient compliqués. ouais. Voilà, donc il y avait pas mal de choses à gérer, Ouais, parce que mais on vous a ramiez réussi aussi en de tout nuit cas, quoi, hein, 24/24. à prendre. Voilà, on ramait 21 heures sur 24. Au début, on était parti sur, 24 sur 24 et puis on s'est, tout compte fait, hem, on a dit que la route était longue et qu'il fallait à un moment donné qu'on récupère, un peu avec, une plage plus importante pour récupérer. Donc on a ramé 21 heures sur 24 et donc on s'arrêtait à minuit. C'était moi qui terminais le dernier relais. On prenait le point GPS. De minuit à 2h30, il y avait personne sur l'eau et à 2h30, on remontait au point GPS, on s'était arrêté et on repartait de ce point GPS. D'accord. Donc Des bonnes journées bien remplies, on va dire. ouais, bien rempli, parce ça faisait quand même, ça faisait, 7 heures par jour quoi quand même, hein. Ouais. Donc Hem, c'est pas rien. c'est ouais, non, non, c'est clair, c'est pas rien et puis, voilà, c'est Et donc puis, oui, tu me 50 demandais jours, la quoi. difficulté. Ouais, Ouais, la difficulté aussi, ce que je trouve, c'est que bon, tu vas faire une séance, je sais pas quelle qu'elle soit, c'est dur, tu rentres chez toi, tu te poses sur le lit, tu mets l'essence, des fois tu peux pas marcher, tu es obligé de ramper parce que c'est des ouais. conditions qui sont déchaînées. Donc la récupération à bord, elle est super compliquée à gérer. C'est pas Tu rentres pas chez toi dans ton lit super, ou dans ton bain, après ta séance. Donc ça, c'est des paramètres, Ouais, qui sont, voilà, qui sont difficiles, hein. Mmh. ouais et ça a été quoi à l'inverse, durant cette traversée, le truc le plus chouette ou le plus drôle ou le plus peut-être loufoque aussi que vous ayez croisé, j'en sais rien, pendant cette traversée? Bon, il y a eu des situations qui ont été drôles. Je me rappelle, on a croisé deux bateaux sur toute la traversée et on a croisé un cargo grec et bon, bien sûr, c'était l'animation de la voilà, même de la semaine, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tellement voilà et on prend contact avec le cargo grec et puis le cargo grec, donc c'est Yves Parlier qui prend contact avec lui en parlant anglais. Alors il demande: «Mais qu'est-ce que vous faites ici?» Yves Parlier qui répond: «Ben, en fait, on traverse l'Atlantique sur une planche». «Mais quoi? Mais, vous traversez sur une planche, mais, vous êtes en difficulté? Vous avez besoin d'assistance?» «Non, non, tout va bien». Oh, je pense que le grec, il a dû halluciner, de voir cette planche au milieu de l'océan, et c'était drôle quoi nous, on était tellement dans notre projet, que ouais, ouais, je pense Ouais. qu'il a dû trouver bizarre et puis le meilleur moment, j'ai envie de dire, c'est la superbe arrivée à Cabreton, où là,
c'était vraiment magique, de voir, tous ces gens qui étaient venus, nous applaudir et nous féliciter à l'arrivée, waouh, ça a été un super moment. J'imagine. Et Mmh. alors, le truc, c'est que vraiment, donc là encore, tu es entre guillemets «au top de ta forme» parce que là, vous réalisez toutes les 3 un exploit clairement, et encore plus, pour quelqu'un comme toi qui a déjà eu un cancer avant. Et par contre Mmh. après, Ah oui, et ce que tu as j'ai oublié de un te dire, c'est ouais? que ce ce que j'ai oublié de te dire qui est quand même relativement important, c'est que du coup, on fait nos traversées tests, on a un départ prévu en juin pour le Canada. Ouais, Donc juin, donc les rameuses, on part, de France. On a le bateau de Martinique, qu'on a trouvé, un bateau de location où on a envoyé un container, le bateau est chargé et il est convoyé jusqu'au au Canada et on décide de tous se retrouver début juin au Canada et en fait, début avril, on me diagnostique un deuxième cancer du sein, ouais, de l'autre côté. Et en fait, et là, je me dis juste au moment où justement je vais atteindre la concrétisation de cette traversée qui nous a pris 2 ans et demi, 3 ans. Et là, je me dis: «C'est pas possible». Et donc, on se réunit avec l'équipe médicale et je dis: Moi, je veux partir, je veux pas reporter». Donc, j'arrive à les convaincre qu'il faut me laisser partir, que je fais une partie des traitements maintenant et une partie au retour. Mais, ouais. je veux absolument faire cette traversée parce que j'avais peur que les médias, enfin pardon, les sponsors me lâchent. Ouais. J'avais peur que, si on décidait d'un report, ben on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, mon état s'empire. On ne sait pas Ouais, cette tout ça. maladie, on sait jamais, ouais. Donc, on ne sait jamais. Donc je décide, je réunis l'équipe à bord du bateau, avec la chef de projet et je dis: «Voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle». La mauvaise, c'est qu'on m'a diagnostiqué un deuxième cancer du sein qui n'a rien à voir avec le premier. Et c'est là où aussi on s'est interrogé, à 34 ans, 2 cancers du sein, c'est quand même bizarre. Ouais, Et j'ai dit, «Voilà, donc on va faire ce qu'il faut avant de partir et on fera le reste après. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va traverser et on va y arriver tous ensemble». Donc ça a généré en fait un espèce d'enjeu qui était au-delà de la traversée, qui est devenu un enjeu collectif, heu et qui, en tout cas, a encore plus donné d'enjeux, de mmh, dimension à ce projet. ouais, Et donc j'avais dit: «On n'en parle pas» parce que bon, j'avais peur que les sponsors se retirent, j'avais peur que les gens, émettent des jugements en disant: «Elle part là-bas, elle se soigne pas», enfin bon. ouais, Et j'avais pas d'énergie à dépenser là-dedans, à ce moment-là, parce qu'on était en finalisation, on était en train de boucler le budget, on avait galéré pour le boucler. ouais, donc si Bref, proche du but, c'était trop compliqué, voilà, d'annoncer cette situation. ouais. Et donc on est parti quoi, donc et là, à l'arrivée, on se dit, voilà, c'est fou quoi, c'est fou, ce qu'on a pu réaliser. Alors les gens savent la moitié parce qu'il y a cet aspect-là qui a été en tout cas, qui a pas été abordé. Il y a le deuxième cancer avant de partir. Mais mais voilà quoi, l'arrivée n'est que plus belle en définitive. Ouais. Et du coup, donc tu as fait une chimio avant de partir ou comment ça s'est passé, Alors je me suis fait opérer, avant de partir. Ouais, Et en définitive, donc j'ai pas fait de chimio. J'ai fait c'était à l'époque, enfin ça s parce que maintenant je crois que c'est plus sous format là, c'était une perfusion toutes les 3 semaines, ouais, c'était des anticorps, que je devais en tout cas avoir pendant 1 an. Donc ça, c'était le traitement. Donc on avait dit, moi j'avais dit: «Je veux pas perdre trop de temps, donc je fais des perfusions avant de partir». Donc j'allais en cachette, à l'hôpital, de Bayonne. J'avais peur qu'on me croise en chimio, enfin ah ouais, en c'est perfusion parce que je me dis: «Les gens, ils vont savoir que je suis malade». ouais, Donc j'y allais un peu en cachette, j'avais pareil, sur mon jour de repos parce que je voulais pas être en arrêt, bon bref, tout voilà. Et donc j'ai continué un peu même à l'arrivée au Canada. Et
et ensuite, je crois que j'ai même fait une perfusion sur le bateau pour continuer le rythme. J'en ai fait Ouais, qu'une et après, je suis tombée dans la période où j'avais le mal de mer et tout, donc j'ai arrêté et j'ai ouais, recommencé quand je suis revenue en France, quand on est arrivé après la traversée et j'ai fait la radiothérapie après la traversée. d'accord. Et du coup, ce Donc 2e cancer, il s'est accroché ou aujourd'hui il est parti? non, ça va, non, non, ça va et j'ai envie de dire, fort heureusement, voilà, ces cancers, ils ont été, au stade, comment dire? Au premier stade entre guillemets, Ouais, donc ça a pu, être arrêté assez vite et pas partir d'un traitement qui soit trop lourd quoi, en fait. ouais, d'accord. Moi, il y avait un aspect qui m'intéressait, parce qu'on parlait justement Mmh. du mental dans un projet ambitieux, Oui. je dirais, physiquement et mentalement, mais dans ce projet, de traverser, de faire, combien? 4 500 kilomètres, tu me disais, à la rame? 4830, quatre oui. mille huit cent trente. Donc on parlait, de la nécessité d'avoir vraiment du mental, mais est-ce qu'il y a, Mmh. quand on a, justement comme toi, comme des milliers de personnes, ont chaque année des cancers. Moi, je sais, je salue au passage ma cousine qui a perdu son Mmh mari mh. d'un cancer il y a à peine quelques mois. Mais il y a Mmh. une dimension que souvent les gens abordent qui est le mental, qui peut aider dans la guérison de la maladie. Je voulais simplement savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses et quelle a été, toi, ta manière, peut-être aussi avec ton coach, de gérer cette dimension mentale, peut-être de stress ou autre? Mmh. Oui, alors moi je suis persuadée que le mental, joue un rôle très, très important à la fois dans un défi sportif, mais dans un défi, de santé, un défi médical, comme, peut être le traitement d'un cancer ou d'une autre pathologie. Moi déjà, je suis de nature optimiste, hein, donc tous les matins, je me lève, je suis trop contente d'être en vie, je pense que le fait d'avoir des cancers, ça m'a donné, aussi une dimension, où je pense que je suis chanceuse et que, voilà, j'ai plein de choses à apprendre. Je me dis aujourd'hui: «Qu'est-ce qui va m'arriver? Quelle personne je vais rencontrer? De qui je vais m'enrichir? De quelles relations? Qu'est-ce que» voilà, donc je suis, voilà, j'aime les gens en plus, donc je suis vraiment dans l'échange, le partage et à la fois, je gère, mentalement, les périodes, où je dois faire des examens ou les périodes de traitement ou les périodes, voilà, comme ça a été le cas, et parce qu'effectivement, je pense que quand on est optimiste et qu'on n'a pas forcément, qu'on vit pas dans la peur et on a potentiellement, on met plus de chances de notre côté, en tout cas de voilà, de guérir ou de mieux vivre en tout cas sa maladie, pendant les traitements grâce à cette, voilà, cette préparation et à cet état d'esprit en définitive. Ouais, donc tu C'est penses pour que ça que nous, hem, le mental, oui, je pense. le mental, ça Oui, peut oui, aider oui dans la et guérison, c'est tu pour ça penses, ouais? qu'on a voulu créer exactement. Oui, 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 oui. Oui, oui, je pense et puis, hem, c'est pour ça qu'on a voulu créer Optimist en 2015, qui est une association, en fait, qui accompagne par le défi, heu, par le sport, des personnes qui sont en traitement, post-traitement, Ouais, heu, parce que du coup, ça leur permet comme moi je l'ai vécu, en fait, on a transposé mon expérience personnelle, on l'a décliné, voilà, pour le grand public, mais quand on les accompagne, ces personnes-là, on accompagne aussi le mental, en fait. On ne ouais, fait pas que les accompagner dans leurs défis sportifs. On a des coachs qui les accompagnent, bien sûr, mais la dimension mentale, voilà et je me rends compte que, pour le coup, c'est vrai que quand on est face à des difficultés comme la maladie, mais peut-être ça pour certaines, c'est le chômage ou pour d'autres, c'est d'autres, expériences de la vie qui font que des épreuves, qui sont difficiles à surmonter. Mais en fait, je trouve qu'on a quand même des ressources en soi, en nous
qui nous permettent de nous mobiliser et de pouvoir, passer, hem, le moins mal possible ces épreuves-là, quoi. Et je pense que les gens, tant qu'ils n'ont pas été confrontés à des épreuves, de grandes envergures, ils ont pas forcément, ils se disent pas: «Ah ben, moi j'ai toutes les ressources», mais moi je crois que les gens ont les ressources en eux, ça c'est sûr. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à se faire confiance, à avancer, et hem et voilà, et à se préparer mentalement. C'est ça, vous essayez d'aider les gens à avoir confiance en eux, de croire en eux, c'est ça aussi le but de Optimiste? Oui, oui. Oui, le but d'optimiste, c'est ça, c'est de croire en eux. Nous, en tout cas, on croit en eux, quel que soit leur état de santé, on sait et on pense qu'ils vont arriver à faire un défi. Ça permet de renforcer l'estime de soi, ça permet d'être dans la réussite, dans quelque chose de positif, alors que quand on est dans les traitements, on est dans l'incertitude, on est dans le stress, donc voilà, ça contrebalance en fait, si vous voulez, le parcours thérapeutique qu'on peut avoir quand on est dans un parcours de soins. D'accord, OK. C'est super. Alors d'ailleurs Optimiste, on mettra le Mmh. lien, mais donc ça s'écrit Hope comme l'espoir, en anglais, Team, Mmh. Team comme une équipe et Oui, East, ouais, voilà, EAST, comme l'Est, une équipe. en anglais. Mmh, ouais, Donc n'hésitez pas à comme aller voir l'Est, leur site parce que vous faites exactement. des Le trucs soleil se lève à super, l'Est, c'est un renouveau. ouais. Mmh, Non, vous faites des trucs mmh. super aussi Ouais, pour ouais, les je pense entreprises, que là, c'est puis sur il y a une, l'accompagnement de personnes, pour les salariés, aussi, oui, malades, exactement. enfin, Ouais, votre champ ouais, d'intervention, tout il est à vraiment fait. très large. Ouais, ouais, il est très large, et c'est vrai qu'on est une équipe, notre mot d'ordre, c'est voilà, c'est d'être optimiste, et ça correspond tout à fait à notre état d'esprit, aux gens qui nous rejoignent, qui vivent, cet optimisme, voilà, cette communauté en tout cas de gens qui sont confrontés à la maladie, et on accueille même des familles, hein, parce que des fois, c'est des choses aussi qui se partagent entre, une femme et un homme, entre un mari et son épouse, entre des parents et des enfants des parents. Enfin bon, voilà, nous, on est dans cette dimension-là et on a envie de voilà, de dire: «On va y arriver tous ensemble», et voilà, c'est qu'une épreuve, hein. C'est la maladie, c'est qu'une épreuve. Bon, super. Hem, bah, alors Ouais. tu es aussi engagé dans d'autres, actions, dans d'autres, associations comme la Ligue contre le cancer ou encore du Flocon à la vague. Malheureusement, bon, Mmh. on manque de temps Ouais. pour aborder toutes ces facettes. En tout cas, voilà, enfin, on mettra ton profil, on mettra le lien vers ton profil aussi, sur ce podcast pour ceux Oui. qui veulent en savoir un petit peu plus sur ton profil. Moi, il y avait une question Mmh. avant qu'on aille, on aille chercher nos enfants à l'école. Une question que j'aimerais qu'on aborde, c'est c'est la question de du conseil. C'est-à-dire, ouais, si tu avais un conseil à donner aux gens qui sont face à un challenge de vie, hem, que ce soit, avoir envie de traverser, l'Atlantique à la rame dans des eaux glacées Mmh. ou, le de se battre contre une maladie, est-ce que tu aurais un conseil, de toi, après ce que tu as vécu, Mmh. heu, à partager à ces personnes qui sont face à Mmh. une épreuve costaud qui les attend? Oui, voilà, moi une méthode, je sais pas si c'est une méthode, en tout cas, c'est un état d'esprit. Là, le premier, c'est l'anticipation, de se dire, et c'est vrai que nous les sportifs, en tout cas, quand on part dans des aventures comme ça, en haute mer, où on n'a pas accès direct à du matériel et cetera, on essaie de tout anticiper. L'anticipation et l'organisation, en tout cas, permet de diminuer le stress. Ouais. C'est-à-dire que, pour le coup, quand je prépare une expé, je vais lister tout ce qui peut me faire peur dans cette expédition. Bah, les requins, le tomber malade avant, et cetera, et cetera. Donc je vais faire le listing et je vais essayer de trouver des réponses avant que ça arrive. Ça n'arrivera peut-être pas, mais en tout cas, si ça arrive, j'ai déjà les réponses. Donc l'anticipation, je pense que c'est hyper important, Dans la maladie parce aussi, que si c'est ça une nous maladie? évite d'être toujours dans l'attente.
Oui, voilà. Moi, alors, par exemple, concrètement dans la maladie, quand je vais faire mes examens, heu, je suis dans la salle d'attente et je sais que, à l'issue de l'examen, il y a plusieurs possibilités. Possibilité 1, c'est, tout va bien, je reviens dans 6 mois. Possibilité 2, c'est on détecte quelque chose qui est pas normal, donc il faut confirmer le diagnostic par un examen différent. Partie 3, l'examen confirme, hypothèse 3, l'examen confirme ce qu'on avait vu à l'image, donc voilà. Est-ce que, il va y avoir d'abord une opération ou pas, ou après des traitements? S'il y a des traitements, comment je fais? Donc tout ça, ça mentalement, je le prévois, je l'imagine. En tout cas, ça fait partie de ce qui peut arriver. Je l'imagine mentalement et du coup, ça me permet de dire: «OK, s'il y a ça comme ça je le ferai comme ça. Si je fais la chimiothérapie, je vais la faire comme ça», et cetera, et cetera. Et donc, ça me permet en amont, d'avoir déjà toutes les solutions à mes problèmes et que quand Ouais. ils arrivent, en fait, j'ai déjà, réfléchi et anticipé sur les potentiels problèmes qui arrivent. Donc ça, c'est le premier point, l'anticipation. Le 2, c'est souvent, des défis personnels, mais je pense que c'est important d'être bien accompagné, par des gens qui sont compétents. Chacun a des compétences différentes, mais qui peuvent vous accompagner dans votre challenge professionnel ou sportif ou face à la maladie. Donc, avoir une bonne communication aussi avec ces personnes qui vous entourent. Ça, c'est important aussi, hein, parce que souvent on parle des rameuses pour notre expédition, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été autour de cette réussite et de cet exploit. Donc Mmh. ça, c'est important. Quelque chose qui, moi, me permet aussi bah, d'affronter, tout ça, c'est l'adaptation. Moi, je suis, persuadée que c'est pas les meilleures, personnes, en tout cas, qui arrivent à aller le plus loin, c'est celles qui arrivent à s'adapter, en fonction, voilà, on vit dans voilà, en période de crise, il y a des adaptations à apporter, donc voilà, il faut s'adapter, faut pas rester dans nos croyances et il faut toujours, avec beaucoup d'humilité, prendre toutes les informations pour aller de l'avant et s'adapter à la situation. Et puis le dernier point, je pense que c'est la résilience, hein. C'est-à-dire que chaque épreuve de la vie est en fait une chance, une opportunité pour s'enrichir, avancer, aller de l'avant et continuer l'aventure, quoi. Donc, moi, je suis vraiment, en tout cas, dans la résilience et c'est ce qui me permet, pour moi, avoir eu des cancers, parce que là, je suis à 4 cancers, donc Ah, c'est le j'ai un quatrième au bon total? palmarès, hein, quand même. Oui, 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 4, donc, et donc, mais tout ça, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je sais pas, par exemple, si j'avais pas eu ce premier cancer, est-ce que j'aurais voulu traverser l'Atlantique? Je suis pas sûre. Ouais, Donc tout ça, ça m'apporte énormément voilà, de richesse, hein, ça me permet de me prouver à moi-même que je peux surmonter, de grandes situations difficiles. Bon voilà, je le prends comme une opportunité en tout cas. Donc d'accord, anticipation, communication, adaptation, résilience. Voilà les mots, super. en tout cas la méthode La méthode testée et Barnex. approuvée. La méthode Barnex. Il va falloir que tu déposes un brevet, hein. Moi, je vais te piquer ta méthode, hein. Oui, c'est clair. Non, super. Non, Exactement. mais c'est très clair et facile à comprendre, effectivement. Après, ouais, À mettre en à pratique, mettre en voilà. pratique, Oui. ça va être peut-être plus difficile, c'est sûr, mais en tout cas, merci d'avoir partagé ce conseil. Moi, je voulais simplement finir pour rappeler, c'est au sujet voilà, des conférences que tu fais. Oui. C'est peut-être rappeler aussi à nos auditeurs, si voilà, dans votre entreprise, vous souhaitez que Stéphanie intervienne, c'est que tu nous fasses un petit rappel des thématiques que tu as l'habitude d'aborder justement en conférence. Oui, alors la conférence en plus, c'est très interactif et c'est aussi je m'appuie sur, les traversées qu'on a pu effectuer parce qu'après l'Atlantique Nord, on a fait le Cap Horn, on n'en a pas parlé, mais ça a été une expédition très compliquée, le Cap Horn, avec l'armée chilienne en charge du Cap Horn qui a été très compliqué à gérer. Donc tout ça, en fait, il y a plein de choses qui ressortent en définitive de ces expéditions. Et donc en fonction des thèmes qu'on a envie d'aborder ensemble, moi je raconte un peu cette traversée avec tous les péripéties, sur lesquelles on a pu être confrontés et en fait je m'adapte et en tout cas,
je porte mon attention sur les points qui veulent être évoqués avec les entreprises et moi je livre comment on a pu se sortir de difficultés ou comment on est arrivé à, par exemple, à communiquer, sur un bateau où on n'arrête pas de se croiser. Voilà, il y a plein de choses qu'on a mis en place et qui peuvent être transposées, au monde de l'entreprise et qui sont très intéressants à aborder ensemble parce que voilà, moi j'ai peut-être, été confrontée à des choses, voilà, de la motivation, on en parlait tout à l'heure, comment on fait, pour se motiver, aller tous les jours au travail. Voi il y a des choses qui sont très importantes et on peut en tout cas les partager, voilà, ça donne aussi un côté, aventure voilà, qui permet d'imager aussi, tout ce qu'on a pu faire et de revenir à toutes les contraintes auxquelles on peut être confronté, aussi bien dans l'expédition que dans le monde de l'entreprise. Donc D'accord, heu, donc voilà, en général, c'est assez attractif. super. Bah, écoute, on va en rester là. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Oui, merci Donc, Mathieu. bah, de Ouais, rien tout et à fait. je Je suis pense ravie en à tout cas. ben moi aussi, c'était un honneur et je pense que tu es un bel exemple de résilience, notamment pour beaucoup de personnes. Donc si vous voulez en savoir plus sur le profil de Stéphanie, n'hésitez pas à aller voir son profil, qui va être en lien. Et puis, si vous êtes encore là, c'est que ce podcast vous Super. a plu, donc n'hésitez pas à le partager, à le liker. Ça nous aidera, à continuer de mettre en avant des profils inspirants comme celui de Stéphanie. Donc voilà, merci Stéphanie et puis, à bientôt C'est pour de nouvelles super. aventures. Merci beaucoup à toute l'équipe.